Attention, je me suis imposé 30 secondes pour présenter mes invités, c'est parti. Shubham Sharma, déjà le prénom, c'est comme un chou qui tombe et bam, what the fuck. Shubham, c'est un mec incroyablement intense qui s'est donné un objectif, c'est simplifier le quotidien des gens en améliorant leur productivité. Comment il le fait ? Via des vidéos YouTube ou via du coaching, notamment sur les outils no-code et notamment sur Notion. Ce que j'adore avec Shubham, c'est qu'il a un cadre de vie, il s'impose des choses intenses et il n'a pas peur de sortir du cadre et de se réinventer. Au point qu'aujourd'hui, il est encore plus libéré, délivré que la Reine des Neiges. Libéré, délivré. Ok, il fallait le passer. J'espère que vous allez adorer cette vidéo, j'ai adoré la faire. Bonne interview. Quelles sont les 3 personnes les plus inspirantes pour toi? Ok. Je pense que tu en as cité une là, c'est Ken Kojandi. J'apprécie particulièrement le personnage et qui il est et comment il vit. Par le fait que c'est un type qui fait de l'humour. Fondamentalement, c'est aussi un entrepreneur parce qu'il gère beaucoup de choses. C'est quelqu'un d'extrêmement créatif sur plein de formats et qui s'enferme pas dans des formats connus et qui sait du coup se renouveler. Et moi, j'adore ça. Mhm. L'autre personne que je citerai, alors il est un peu dans le même monde parce que s'il s'agit de l'humour, c'est Joe Rogan, donc qui a un podcast. Donc il est aussi dans la création, qui était commentateur de MMA, donc dans un monde assez différent, mais qui est extrêmement encore involved dans ce monde sportif, donc impliqué dans ce monde sportif. Il fait de l'humour, quelqu'un qui a fait du stand-up là aussi, et moi ça m'inspire énormément étant donné que je me suis un peu collé à ce monde-là et je trouve que c'est un des exercices les plus durs. C'est marrant, j'ai une page Notion avec des board members. Il y en a certains qui sont morts, qui n'existent plus, mais dans lesquels j'ai lu pas mal de choses. Et ces gens-là en font partie. Donc là, le troisième, c'est Tim Ferriss, qui a créé la semaine de 4 heures, mais il est plus connu sur ça. Mais en réalité, c'est surtout un podcasteur, quelqu'un qui a écrit beaucoup de bouquins et qui sait qui sait aller chercher les meilleures personnes au bon moment pour vraiment du vrai développement personnel, comme je l'entends. C'est-à-dire, il se développe sur tous les traits de caractère et pas uniquement ses ambitions, etc. Donc voici les 3 personnes, et je te parlais un peu des board members. En fait, c'est des gens que je ne connais pas, mais j'ai tellement consommé leur contenu que je sais ce qui pourrait répondre à des questions compliquées. Donc souvent, quand j'ai des questionnements compliqués, je me fais cette image mentale où je les vois autour d'un bureau et chacun me donnait des conseils. Et vu que je vois leurs modèles mentaux, je vois comment ils réfléchissent, du coup, ça me permet vachement d'avoir une solution assez simple à mes problèmes compliqués. Quels seraient pour toi les traits de caractère communs, s'il y en a, à ces 3 personnages-là? Je pense un côté quand même liberté profonde de réflexion, qui n'est pas resté dans le statu quo, et je sais que tu as eu Jean-Charles Curdali, du coup il a certainement parlé de la vie par défaut, justement de pas vivre une vie par défaut et de vraiment se créer le monde, l'entourage, les modèles mentaux qui te correspondent pour avancer, et pas j'adore, et je l'ai pas cité, mais Alexandre Astier qui dit c'est pas parce que c'est écrit sur un panneau que c'est vrai et que ça peut pas être cautionné. Et en fait, j'adore parce que ces 3-là ont ces traits de caractère et qui vont recréer ce que eux pensent, et non pas parce que c'est écrit dans un livre, dans un panneau ou dans une méthode qui vont l'appliquer. Carrément, carrément. Hyper intéressant. Et parlons de toi. Et question qui n'est pas facile au niveau de l'humilité, mais acceptons de ne pas faire de fausse modestie. Quel trait de personnalité tu penses avoir qui pourrait être le plus inspirant pour les autres? Je pense, j'aime beaucoup ce terme, l'exemplarité. Je pense qu'il y a, dans un monde où créer du contenu est devenu si facile, il y a tellement de monde qui disent et montrent et vraiment, qui vraiment racontent plein de choses. Et c'est génial, c'est inspirant, c'est super cool. Mais je trouve qu'il n'y a rien de plus vrai et inspirant que quelqu'un qui fait ce qu'il dit, et en tout cas qui a la discipline de vraiment vivre ce qu'il est en train de montrer, et pas uniquement de montrer des méthodes. Et encore une fois, rien n'est infaillible, et il y a des fois où j'ai du mal, mais en tout cas, je trouve qu'il y a
qu'il n'y a rien de plus inspirant que l'exemplarité. Un, Mhm. un coach ou qui que ce soit qui te dit comment faire, mais qui ne le montre pas. Si tu le connais, c'est bien, mais si tu le connais pas, jamais tu le croiras. Alors que si le type le montre, bah, ça t'inspire, même sans qu'il ait dit un mot. Et j'essaie de jouer dans cette catégorie. Et là, tu parlais d'exemplarité. On va parler aussi un peu de liberté, de réinvention de soi. L'impression que tu es assez libre, que tu traces ta route. Est-ce que tu as toujours été comme ça, à la fois curieux, à la fois libre, à la fois avoir l'envie de s'inventer? Et par extension, quelle différence entre toi, gamin, et toi, maintenant? Et est-ce que tu as toujours été le même, quoi? Ceux qui me connaissent, en tout cas, je fais des checks assez régulièrement de mes potes de 6e, 5e, 4e avec qui j'ai beaucoup gardé contact encore. Et en fait, non, j'ai beaucoup changé. Ne serait-ce que sur la partie, je pense, introverti, extraverti, même s'il y a plein de débats là-dessus, mais je pense que j'étais fondamentalement quelqu'un de timide avant, où j'avais, je pense qu'un gros problème de confiance en moi, je pense dû au fait que j'étais venu en France assez tard et Mhm. j'avais besoin de trouver ma place, étant donné que j'avais grandi en banlieue, là où en fait la place se trouve quand même pas mal par la violence, donc c'était pas forcément très clair à cette époque-là, donc au début j'étais quand même pas mal timide et j'ai mis beaucoup de temps à m'assumer, à assumer qui je suis, ce que je faisais, comment j'étais, euh, et, et, euh, et toutes ces choses-là qu'on a en tant qu'ado, et je pense que cette partie-là a mis pas mal de temps euh, pour moi. Et en tout cas, tu parlais de la partie liberté. Je pense que c'est quelque chose qui est assez récente, quelque chose qui date, je pense, de 3 ans, ces 3 dernières années, où j'ai beaucoup progressé, où j'ai fait des choix qui ont été assez compliqués à faire. Donc, Mhm. si je te retrace très rapidement ce qui s'est passé à la fin, on va dire, de ma quatrième. Donc, jusqu'à la quatrième, j'étais encore très, très turbulent, on va dire, à l'école. Je me battais à chaque récré. J'étais tous les mercredis dans des embrouilles. J'habitais dans une cité où c'était un peu compliqué. Mais voilà, j'étais tout le temps dans des embrouilles. Et puis, petit à petit, en fait, j'ai commencé à avoir des bonnes notes et à suivre les règles parce que je me suis dit, bon, ça vaut pas le coup. Parce que j'ai eu voilà 2, 3 petits soucis qui ont fait que. Mais en gros, voilà, j'ai commencé à bien rouler. Et puis, en terminale, tu te poses la question de ce que tu fais. Donc, j'ai pris le choix quand même de la sécurité en faisant une école d'ingé et j'étais sûr d'avoir mon salaire à la fin, etc. Donc, je fais l'école d'ingé. Ok, je suis freelance à côté parce que j'avais besoin d'argent, mais en fait, je veux me sécuriser sur le fait que je pourrais gagner de l'argent, que je pourrais être certain si je me prends ce diplôme, il faudrait que je sois certain de le rentabiliser. Enfin, toutes ces questions-là très cartésienne. Et puis, j'arrive en start-up. Alors, c'est en start-up, c'est pas en grand groupe, donc déjà, c'est cool. Mais voilà, je cherche le salaire, je cherche le fait que je compound, donc que j'utilise un effet de levier sur ce que j'ai connu, sur ce que j'ai compris, sur ce que j'ai acquis en termes de connaissances. Et Mhm. puis, petit à petit, voilà, de boîte en boîte, au bout d'un moment, je me dis, bon, ok, maintenant j'ai assez de skills, donc j'ai assez de compétences, je vais monter mon propre truc. Et je pense que c'est après, donc quand je suis revenu de New York à un moment donné, je crois que c'est en 2017. Donc ça fait un peu plus de 3 ans. 2018, 2019, voilà. 2018, je commence à me dire bon, ok, je vais monter mon propre truc et je vais à Bali, la Mecque à l'époque des digital nomades et des et des indie hackers, et je me dis voilà, je me donne un an pour coder un SaaS de A à Z et me prouver si je pouvais le faire ou pas. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à tâtonner cette partie de liberté qui n'a fait que grandir ensuite, qui Mhm. était une façon de voir les choses qui justement était celle de réinventer la manière dont on vit nos vies et non pas celle que te dicte Paris, par exemple, qui est une ville que j'adore, mais qui est une ville du métro, tu te lèves, tu travailles, qui est une ville du déj à 13h sur les grands Mhm. boulevards, qui est une ville que j'adore, mais c'est pas exactement la vie que je voulais. Je la voulais à une certaine époque, mais plus maintenant, et maintenant je suis plus vraiment à me poser la question, qu'est-ce qui me rend plus libre que quelque chose qui m'enferme. Carrément. Et tu as eu le switch du coup du côté je travaille pour une boîte et du côté je suis indie. Tu as le switch aussi quand même du côté YouTube. Ça s'est fait comment? Ça s'est fait dans la foulée ou hyper rapidement? Ça s'est fait un petit peu avant, mais c'était à l'époque où j'étais à New York, je pense en 2017, où je bossais pour une boîte à l'époque qui s'appelait Mailjet. Je sentais que j'avais fini d'apprendre ce que j'avais à apprendre au bout de 3 ans, et j'étais dans ma quatrième année chez eux. Même à New York, j'avais fini de faire ce que je devais faire, et en fait, j'avais toujours voulu créer du contenu,
J'en crée à l'époque sur Snapchat. Alors ça, j'en parle pas tant que ça, mais avant, j'avais 1 an entier de ma vie en vlog sur Snapchat. Donc, je créais déjà du contenu, mais c'était pas du contenu C'est thématique. encore, non, Snapchat, ça reste pas, je crois. On peut pas Comment retrouver les ça? vieilles Non, ça vies. reste pas, On peut- c'était éphémère, donc autant me dire que Ouais, c'était que 24 heures. Mais moi, j'ai ouais. enregistré toutes les stories pour moi, et donc j'ai 65 années, enfin jours de ma vie qui sont en story enregistrés, donc c'était assez intéressant. Mais c'est là où j'ai commencé YouTube en fait, et je me suis dit que l'écrit c'était pas mon truc et que la vidéo c'était peut-être un peu plus mon truc. Donc j'avais commencé YouTube à cette époque-là en 2017. Top. On parlait de toi, gamin, là. Petit à petit, on a dévié. D'ailleurs, t'as quel âge? Question, je sens que je vais Là me j'ai 30 sentir ans. vieux. 30. Ah putain, sa mère. Ok. J'ai une question étonnante pour toi. Imagine qu'il y a un génie qui arrive et qui te dit, alors t'es pas encore papa, hein, mais ça va sans doute arriver un jour, je peux donner un trait de caractère à ton gamin pour le préparer à la société, etc. Qu'est-ce que tu aurais envie de donner comme trait de caractère? La débrouillardise, je pense. Le fait t'es dans une chambre, enfin t'es dans un espace blanc sans rien, sans porte, sans fenêtre. Euh, Qu'est-ce qui fait que au bout de 24 heures, t'as fini dans un coin et tu t'es mis en mode fœtus, ou alors tu t'es dit voilà, j'ai réfléchi à la vie, j'ai fait 2000 pompes, j'ai fait tel truc et en plus j'ai appris un nouveau skill qui est de faire du handstand, et Mmh. qu'en fait j'ai pas je me suis débrouillé dans cet espace pour faire en sorte que je sois une personne différente plutôt que juste de subir et de se Ouais. dire bon je suis sans rien et j'avais pas les armes pour. C'est à la fois proactivité, à la fois adaptabilité, ouais, un mix de tout et aussi le fait de vouloir progresser, de devenir meilleur, quoi. Ok, Ouais. L'exemple, je pense, parle plus que le mot. Ouais. carrément. Quelles sont les 3 choses qu'on devrait apprendre à l'école selon toi? Donc, l'enfant qui t'a donné la débrouillardise grandit. Tu peux changer le système scolaire, tu es ministre de l'Éducation. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour contribuer à un monde meilleur, on va dire? Je dirais 3 choses. Du coup, la première, c'est l'intelligence émotionnelle. Alors, je trouve que c'est un gros mot depuis qu'il a été un peu trop utilisé. Donc, si je le redéfinis dans ma manière, c'est euh, comment est-ce que tu peux mieux interagir avec les êtres humains qui sont autour de toi et mieux te comprendre toi, non pas sur un plan de compétences uniquement, mais vraiment sur un plan de comprendre avec le cœur, comprendre avec les sentiments, comprendre avec les faits et gestes. Donc c'est un peu ça l'intelligence émotionnelle. Pour moi, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est les finances perso. Je trouve que il y a une chose qui est assez importante dans un premier temps, et en fait c'est quand t'as pas ça qui est géré, c'est-à-dire quand t'es pas serein sur les finances que tu as, parce que en fait c'est assez important dans une société, parce que c'est le Mhm. jeu. Et si bah voilà, t'as pas assez de coins dans ton jeu, bah tu sais pas exactement quels sont les bons choix. Chaque choix est difficile, chaque choix est compliqué. Tu ne fais que penser à ça. Et puis une fois que cette situation est réglée, bah tu passes à autre chose et tu gères des éléments qui sont plus intéressants selon moi. Et donc je Mhm. trouve que les finances perso, c'est pas enseigné et ça devrait l'être, parce que ça permettrait à beaucoup d'entre nous de pas être stressé ou courir derrière ça. Mhm. Euh, et la troisième, je pense compétence. Je pense assez tôt, et ça c'est un parti pris, de parler technique. Et là, on pourrait se dire ouais, mais c'est pas intemporel, etc. Ouais, mais si je parle là pour le coup je sais pas, dans les 30, 40, 50 prochaines années, je pense que assez vite, ça peut être intéressant pour les gens qui veulent euh, de parler. Je trouve qu'on a un peu trop de cours de français, de cours de latin, de grammaire, de trucs. Alors j'adore, c'est génial, mais je trouve que dans la même manière, on devrait avoir bah, comprendre ce que c'est qu'une logique, ce que c'est que, euh, que Internet, comprendre comment ça marche un iPhone, des trucs de base où je trouve qu'arriver aujourd'hui dans un monde startup où il y a des gens qui sont product managers et qui savent pas ce que c'est que une requête HTTP ou une API. Aujourd'hui, c'est compliqué pour moi de bosser avec des gens comme ça. Et, euh, et je trouve que bah, justement, on augmenterait le niveau de la société par des éléments techniques et non pas
uniquement littéraire ou grammatical comme ça l'est aujourd'hui. Carrément. Sur le premier truc, je suis curieux. Tu parlais du côté un peu se connaître et puis le côté intelligence émotionnelle. Toi, il y a eu des choses que tu as découvertes qui t'ont vraiment changé. Tu vois, des tests, je cherche un peu les hacks, tu vois, mais les trucs qui pourraient un peu, pour les gens qui nous écoutent, leur permettre de développer ça. C'est pas du jour au lendemain. Honnêtement, je pense que je suis de loin et de près le monde du développement personnel depuis pas mal de temps. Et j'ai beaucoup appris sur moi, c'est ce qui me permet de progresser. Et donc, c'est plein de choses. Je pense que si j'essaie de réduire ça à quelques petits techniques, éléments qui pourraient m'aider à mieux expliquer ça, je pense qu'il y a une question au plutôt de travailler sur ses valeurs, de travailler sur un peu qu'est-ce qui nous anime, de travailler un petit peu sur nos traits de caractère, de comprendre qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on n'est pas, comment est-ce qu'on évolue. Bon, je sais pas, par exemple, il y a un exercice qui est pour déterminer ses valeurs. Je trouve que c'est assez fort. Une fois qu'on les a, on les a ancrées en tête. Et après, on se pose la question un an plus tard si c'est les mêmes. Il y a, par exemple, le fait de se déterminer pourquoi on est là, ou même sur les traits de caractère, par exemple, des tests simples, MBTI, Ennéagramme, etc., qui sont pas forcément, qui sont critiqués ou pas d'ailleurs, mais en tout cas faire des tests qui nous permettraient de savoir chercher plus en granularité nos traits de caractère plutôt que je suis introverti, extraverti, quoi. Je trouve que c'est trop un gros mot pour déterminer qui on est. Alors qu'en fait, il y a beaucoup plus de granularité à ça. Et il y a plein de tests qui permettent de déterminer cette granularité, mais au moins de chercher à savoir ce qu'on est, ce que sont les autres, nous permet de mieux comprendre ça. Je peux essayer de jouer au devin avec tes profils MBTI et Enneagramme. Vas-y. Sur MBTI, je tenterai ENFP. Ouais, ok. Et sur Enneagramme, je tenterai type 7. Alors, c'est assez marrant. Bon, je vais te répondre sur Enneagramme, c'est là où je suis le plus à jour. Mais là, j'ai fait une formation de 2 jours, par exemple, là-dessus, donc ça m'a fait bien marrer. Et Enneagramme, je pensais aussi que j'étais 7. Et en fait, vu comment j'ai pas mal évolué sur toute cette année et que les objectifs me sont quand même très chers et que je suis assez driven au niveau des objectifs, je suis plutôt un 3, en fait. Et donc le 3, c'est c'est le battant, alors que le 7, c'est l'épicurien. Tu vois, on parle beaucoup de liberté, etc. Est-ce que c'est une phase ou est-ce que c'est moi? J'ai l'impression que c'est une phase pour l'instant parce que elle n'était pas là il y a 3 ans. Et pourtant, il y a 3 à 5 ans. Et il y a 5 ans, j'étais sur un autre truc et j'étais aussi à fond. Donc, plutôt le 3. Tu vois, mais tout le monde s'est trompé et moi-même. Donc, t'inquiète. Et MBTI, je me suis trompé ou pas? Je me souviens plus exactement le dernier, mais c'est ENF et le P. C'est P ou J, Judgment ou Perception. Ouais, c'est P, ouais, c'est vrai que c'est ça. Ouais, donc c'est ENFP, ouais. Ça, c'est pour le coup. Et tes valeurs, je ne sais pas si tu utilises aussi via caractère. Ça, je connais pas le terme, ou en tout cas, je connais pas la technique, mais je sais pas quelle technique j'ai utilisée. Elle m'a été soufflée par quelqu'un. Et alors, au niveau des valeurs, j'en ai 4, mais il y en a une 5e qui prend la place de la 4e, là. Donc, c'est liberté, efficacité, discipline et compétence. Et tu vois, la compétence peut-être prend la place de la discipline. Voilà, c'est un peu ça. All right, très clair. Bon, je rembraye, je reprends le fil, wagon numéro 2. Donc, je t'ai demandé quelles sont les 3 choses qu'on devrait apprendre à l'école. Par extension, j'aimerais te demander quel conseil tu donnerais aux jeunes qui sortent un peu désabusés peut-être d'école, qui sont diplômés. Bon, il y a eu la période Covid. Il y a peut-être un petit état de sinistrose quand on regarde le JT. On peut dire que c'est un peu anxiogène. Quel conseil tu donnerais à cette génération-là qui arrive pour Je n'ai même pas envie de finir le pour eux parce que je vais t'influencer. Ouais. Quel conseil tu donnerais? C'est marrant parce qu'il y a une des questions, et je pense que je ne l'ai pas mentionné, qui m'a pas mal aussi fait grandir, c'était le faire assez régulièrement, et je reviens à ta question juste après, mais là, je te parle de la question d'avant, qui était faire régulièrement l'exercice de Tim Ferriss qu'il a posé dans Tribes of Mentors. Il a posé 7 questions ou 10 questions à chacun de ses invités. Et je crois qu'il y en a beaucoup et qui sont des gens tous incroyables et qui ont tous répondu à toutes ces questions. Et il y en a une, c'est quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui sortirait du collège, enfin du lycée, quoi. Et
Et cette question, j'ai répondu toujours de la même manière, qui est ne crois pas ce que disent les gens qui pensent avoir réussi avant toi, parce que les critères de réussite sont tous différents pour chacun. Et notamment, peut-être que tes critères de réussite sont différents. Et j'ai l'impression que si on gère cette histoire de finances personnelles, ça change et ça rabat les cartes. Parce que, honnêtement, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est hyper important dans notre société si on ne l'a pas et que c'est un problème. Mais une fois que c'est géré, une fois qu'on a les modèles mentaux et la manière de gérer ça, eh ben on passe à autre chose, comme je disais, et du coup, nos critères de réussite sont très différents. Et je pense que si j'avais pas géré cette situation, la liberté ne serait jamais arrivée comme premier élément, et ça aurait été autre chose. Et je pense que malheureusement, vu que dans notre société, pour prendre de l'essence, tu as besoin d'argent. On sait de quoi on parle, vu le prix de l'essence. Malheureusement, sans essence, si tu roules en voiture, tu peux pas faire grand-chose et ça reste un problème. Mais à partir de quel moment l'essence est plus un problème pour toi, si tu as géré ce problème-là, je pense que tu vois les choses différemment et tu vois les critères de réussite différemment. C'est combien il faut, combien tu as et combien il te faudrait pour le plus tard. Et je pense que mettre des chiffres là-dessus, parce que je connais des gens qui gagnent des sommes astronomiques, mais qui sont pas sereins à ce niveau-là. Et je connais des gens qui gagnent pas grand-chose et qui sont hyper sereins avec ça. Donc, je pense que c'est combien il faut, combien tu as et combien tu veux pour plus tard. Et voilà, une fois que c'est réglé et tu sais. Et puis, tu sais si et que tu sois entrepreneur ou pas d'ailleurs, hein, mais tu sais si les niveaux sont OK ou ils sont pas OK. Si tu pars dans ta bagnole et que t'as pas assez je sais pas, de liquide, j'en sais rien, de refroidissement, tu sais que tu vas pas être bien au bout d'un moment, alors que si tu es à bloc et tu sais que tu en as dans ton coffre, tu es bien. Et en fait, c'est rouler alors que tu n'as aucune idée de ce que c'est que sous le capot, c'est compliqué et c'est ce qui se passe pour beaucoup d'entre nous. Carrément. Alors, on passe sur la partie un peu farfelue de cette interview. Est-ce que tu connais la méthode Feynman? Non. C'est simple, hein, on l'utilise beaucoup chez Urban Gaming. L'idée, c'est que pour montrer que tu maîtrises un sujet, il faut être capable de l'expliquer. Et le truc le plus complexe, c'est de l'expliquer à un enfant de 8 ans. Et en fait, l'idée, alors, j'avais demandé une autorisation, ma copine est professeure des écoles, j'ai réalisé que c'était vraiment compliqué avec l'éducation nationale. Pour autant, dans pile poil une semaine, j'ai une armada de gamins de 8 ans qui vont regarder une vidéo de Shubham qui va leur expliquer un truc complexe. Et ces gamins, ils vont restituer ce qu'ils ont compris. Et on va voir si Shubham est un bon pédagogue, ce qui apparemment se dégage pas mal de tes vidéos YouTube. Je te mets une petite pression. Mais... Du coup, alors, le premier challenge, j'avoue que je n'ai pas eu forcément une idée précise, mais je pense que tu vas en avoir, c'est qu'est-ce que tu veux vulgariser. Il faudrait penser à une notion assez complexe. Je me suis dit le no-code, mais le no-code, c'est peut-être un peu trop simple. Une notion un peu complexe qu'il faudrait vulgariser. Jean-Charles, par exemple, il a fait la dichotomie des décisions, je crois, d'Épictète ou quelque chose comme ça, tu vois. Ça peut être dans le dev perso, ça peut être dans le dev informatique. À toi de voir. Mais prends une thématique et après, tu auras 1 minute pour t'adresser aux enfants. Et tu leur dis vraiment, bonjour, donc moi je suis Shubham, je vais vous expliquer aujourd'hui les Magic Quotes ou peu importe. Et là, tu décris pendant 1 minute et après, les enfants restitueront. Et puis, je ferai un montage avec les enfants qui rebondiront en disant ce qu'ils ont compris. Ils ont quel âge, les enfants? Tu as dit 8 ans? Alors, c'est entre 7 et 11 ans. Ok. C'est, ouais. Ok. Parfait. T'es chaud direct, toi? Parce que c'est là où des fois les gens se disent, oh là là, je crois que tu poses. Non, il n'y a pas de problème. J'ai déjà tout en tête. Vas-y, alors pense bien au début à dire bonjour les enfants, je m'appelle Shubham et aujourd'hui, tu sais, comme dans le mot d'Eric et Ramsey, là, je vais vous expliquer. Tu dis le mot et après tu attends, le mot d'Eric et Ramsey. Non, tu connais pas le mot d'Eric et Ramsey, putain, c'est la génération, ça. Ça dit rien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le mot. Et ils ont oui, si. Ouais, Part de fait. Ouais, d'accord. Ouais. Okay. Bonjour les enfants, je m'appelle Shubham. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le mot et là, tu expliques après. Ok, parfait. Salut les enfants. Bonjour Shubham. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le mot application mobile. Je suis certain que sur la tablette de vos parents ou alors celui de vos grands ou petits frères, grands frères plutôt, vous avez certainement utilisé une application mobile. Alors ça peut être une application de jeu, ça peut être peut-être une application pour faire des dessins ou alors une application peut-être que vos parents utilisent, celle pour naviguer dans la voiture, vous savez, quand il y a le GPS, quand vos parents savent pas où aller. Eh bien, ça, c'est des applications mobiles, c'est-à-dire qu'elles tournent sur vos téléphones, sur les téléphones de vos parents. Et ce qui se passe, c'est que ces applications, c'est pas le Père Noël qui les invente, c'est pas
qui que ce soit, ce sont bien des gens, comme vous plus tard peut-être, ou comme d'autres, qu'on appelle les développeurs. Et en fait, ces gens-là, ils créent des applications mobiles, c'est leur métier. Et pour créer cette application mobile, c'est pas de la magie non plus. Il y a ce qu'on appelle le code informatique. C'est un petit peu comme les Lego ou vos jeux que vous avez dans votre penderie. Ce qui se passe, c'est que quand vous les recevez, ou quand vous les voyez au magasin, ils sont tout jolis, c'est parfait. Vous voyez peut-être Barbie, ou vous voyez peut-être les Playmobil, ou vous voyez peut-être les voitures. Elles sont souvent dans les pubs, dans des super cascades, dans des super, dans des états qui sont les états finaux, dans lesquels vous voyez que tout est parfait, tout est bien fait. Mais quand vous les ouvrez chez vous, souvent le Playmobil ou le Lego, c'est un peu tout en pagaille, il faut reconstruire. Et là, vous prenez, peut-être, si vos parents vous aident, vous avez de la chance, et là, vous reconstruisez tous ensemble. Ce qui se passe, c'est que là, ce que vous êtes en train de construire, c'est de partir de plein de choses. Peut-être un puzzle, si ça vous dit quelque chose, mais un puzzle, c'est totalement déconstruit. Et derrière, vous devez le construire pour en faire quelque chose de final. Eh bien, les développeurs, leur travail, à longueur de journée, c'est de faire jouer au Lego, de jouer à ces puzzles, pour arriver avec du code informatique, reconstruire cette application. Et donc, en réalité, l'application Waze ou l'application de jeu ou de dessin que vous utilisez sur votre tablette ou sur les smartphones ou téléphones de vos parents, sont rien de plus que des puzzles finalisés ou des Playmobil, des Lego finalisés que des développeurs l'ont fait. Donc, quand on dit « Papa, maman, je veux devenir développeur informatique », en réalité, on veut juste jouer aux Lego qui sont un peu différents dans la vraie vie. Un développeur, c'est un métier. C'est un métier. Oui, c'est un métier. En fait, on pensait que on savait pas c'était quoi vraiment. Et en fait, on a compris que c'était que de jouer au Lego. Une application mobile, c'est une application qui a été créée justement par des développeurs. Et donc les développeurs, c'est comme s'ils construisaient, c'est comme s'ils faisaient un puzzle. Donc des développeurs, c'est ceux qui créent des applications. Par exemple Waze, des applications de jeu, des applications de dessin. Donc des développeurs, c'est ceux qui créent l'application. Les développeurs, pour faire les applications mobiles, ils partent d'un départ et finissent. Et après, ça fait plein d'applications. Je sais plus quoi dire. Merci beaucoup pour ton intervention. Je voyais pas ça si fun, moi, personnellement. C'est le cas, tu vois. Vraiment, yes. La taille de la pièce et la tête de la pièce. Donc là, on parlait, tu t'adressais à des enfants de 8 ans. Toi, il y a 10 ans, tu avais quand même plus que 8 ans. Mais quel conseil tu donnerais à toi il y a 10 ans? Là, tu donnais un conseil généraliste pour tous les collégiens, les personnes qui sont diplômées. Mais toi, il y a 10 ans, dans la situation dans laquelle tu étais, si tu pouvais voyager dans le temps et te retrouver, qu'est-ce que tu donnerais au petit Choubam comme conseil? Ouais, c'est marrant, mais là, j'ai 30 ans. Je me dis, à 20 ans, dans ma tête, j'étais même pas déjà un petit Choubam parce que je faisais déjà du freelance. Mais j'étais quand même, il y avait plein de trucs que je savais pas. Donc, tu vois, il y a 10 ans, je suis déjà à l'EPITA, donc je suis déjà dans mon école d'ingé. Je suis en train de galérer parce que je change de monde. J'arrive d'un monde de banlieue à un monde de geek. Et le choc est assez énervé. Mais le conseil, tout s'est bien passé. Tu sais, c'est toujours un peu compliqué de donner conseil parce que je changerais pas un bout. Mais si je devais quand même donner, aller souffler à mon oreille, c'est pareil, une histoire de critères. C'est tu as un super pouvoir que les autres n'ont pas. Et utilise-le parce que tu auras des effets d'échelle avec. Et donc là, c'était là où, tu vois, mon objectif, c'était le dev à cette époque-là. J'étais pas mauvais. J'étais le meilleur quand j'étais pas EPITA. C'est-à-dire que là où j'habitais, j'étais au top du top. Par contre, j'ai pris ma claque dès que je suis arrivé. Et du coup, j'ai tout fait pour remonter la pente et pour devenir bon. Je suis devenu bon, mais je voulais devenir le meilleur. Et en fait, le truc, c'est que pour devenir le meilleur, fallait faire que ça. Et j'avais sous-estimé mes autres capacités que j'avais. Et je trouve que je me suis un peu trop flagellé là-dessus. Mais bon, j'ai eu de la chance parce que je les ai découverts après, j'ai compris après. Donc, c'était un peu, oublie pas que tu as d'autres super pouvoirs que les autres n'ont pas. C'est vrai que tu as un pied, je pense, dans les deux mondes parce qu'on a l'image peut-être un peu caricaturale du dev qui n'est pas forcément extrêmement à l'aise
etc. Et toi, je trouve que tu as un côté vulgarisateur. Et d'ailleurs, question, tu as envie de continuer le dev à fond ou au final, tu t'épanouis plus dans le côté de vulgarisateur, youtubeur, coach, etc. et tu te vois pas forcément continuer à coder toute ta vie? Bah, alors le dev, en fait, c'est toute une petite partie de l'ingénierie, en fait. Le dev, c'est la dernière étape, hein. Le dev, il reste plus qu'à construire la maison, tu vois, en fait. Tu vois, et souvent, on dit pas, quand quelqu'un construit une maison, on dit pas uniquement la personne qui pose des briques. Il y a l'architecte avant, il y a la réflexion avant, il y a le géomètre. Et en fait, si la question devrait être plus large, c'est est-ce que la technique et l'ingénierie m'intéressent et j'en ferai toute ma vie? La réponse est simple et c'est la fondation de qui je suis, quoi. Parce que en fait, moi je trouve que le monde devient de plus en plus complexe à ce niveau-là, et c'est parce que je comprends bien l'ingénierie en général que j'arrive à très facilement comprendre tout ce qu'il y a au-dessus, parce que tout se construit au-dessus, hein. On est en train de m'expliquer dans la même maison qu'il y a eu l'architecte, le géomètre et l'ébéniste et tout ce qu'il faut qui sont passés, que maintenant la maison est finie et qu'on essaie de me vendre une étagère. Elle est dans la maison, je comprends très bien comment elle est construite, et c'est pas parce que l'étagère elle est Bluetooth et avec de la domotique que tu vas m'avoir et me faire comprendre autre chose que j'ai pas comprise. Très clair. Donc là, tu as donné un conseil à ton moi il y a 10 ans, ton moi dans 10 ans. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir? Quelle empreinte tu voudrais laisser en fait sur Terre? Faut y aller. Alors, moi, je pense honnêtement, après, je sais pas, est-ce que c'est juste ma manière de penser? Moi, je pense que en termes d'empreinte, toutes choses comme ça, en fait, je suis assez persuadé qu'on on est tout et rien. Je veux dire, en soi, qu'est-ce qui restera pas, on n'en sait rien. Il peut y se passer plein de choses. Et puis, on est tellement de monde et j'ai pas la prétention de me dire que mon empreinte va être. En tout cas, je pense pas je veux être hyper humble là-dessus parce qu'on n'en sait rien, en fait. Donc, mais par contre, si je devais écrire un truc où d'autres gens, ou écrire ou faire une vidéo d'un truc où d'autres gens pourraient l'utiliser pour progresser. Et donc, justement, c'est la partie progression qui m'intéresse bien. Moi, il y avait un exemple que donnait Naval Ravikant à un moment donné dans son podcast ou je sais pas quoi, il disait si on était tous des ingénieurs et ingénieurs, en tout cas tous des gens qui maîtriseraient ces sujets qui parfois nous font perdre beaucoup de temps et ne servent pas à grand chose, bah si on les maîtriserait, on ferait refaire que des tâches répétitives par tous les robots et on prendrait le temps pour faire que des trucs créatifs ou que des trucs sur lesquels l'être humain est incroyablement bon. Et ça serait en fait des contenus, ou en fait ce que je suis déjà en train de faire, mais des choses qui aideraient les gens à ne pas faire avec leur corps, leur esprit et leur cerveau des choses qui fondamentalement ne leur apprennent rien et ne les font pas progresser. Tu vois, je pense vraiment que faire des tâches répétitives qui ne nous apprennent rien, sauf si l'objectif c'est de devenir le meilleur peintre d'intérieur du monde, parce que et très bien, mais je trouve que sinon s'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt à le faire. Vous n'avez aucun intérêt. Si l'argent est le seul intérêt, il n'y a pas d'intérêt à le faire. Et du coup, je pense que ça serait plein de modèles mentaux, de vidéos et de techniques pour déléguer à des machines, à des ordinateurs, des trucs qu'on ne veut pas faire. En fait, tu voudrais développer la capacité des gens à être libres d'une certaine manière, quoi. C'est le but de se dire, OK, il y a une part de ma vie qui est subie parce que je dois faire et au final, j'aimerais m'en affranchir. Tu voudrais permettre aux gens. Ça fait penser à Tim Ferriss. C'est Tim Ferriss d'une certaine manière aussi. Tu vois le côté, lui, c'était délégué avec une délégation, avec des assistants, etc. Le concept de début. Ouais. Moi, c'est plutôt avec des machines. Mais au-delà de la délégation, c'est plus avoir le modèle mental d'eux, tu vois. Je pense que tu vois, pour moi, c'est pas normal qu'aujourd'hui, et je sais que ça se fait de moins en moins, mais tu vois, par exemple, je remplissais pour mon grand-père un truc parce qu'il est retraité et voilà, et il redemandait des infos qu'ils avaient déjà parce que le système est pas assez bien fait pour que. Et moi, je trouve que voilà,
s'il y a un truc sur lequel on doit bosser, c'est comment ne pas faire de la ressaisie, comment pas envoyer des papiers pour rien, comment pas redemander à des gens de refaire les mêmes choses pour à la même année. Et en fait, c'est des petites choses comme ça. Hein. Mais voilà, c'est ça, c'est être libre et sortir du brouillard technologique qui nous empêche d'être libre, quoi, en fait. Il faudrait que tu rentres au gouvernement, mec. Je pense que tu te casserais un peu les dents aussi parce qu'il y a une belle inertie, j'imagine, mais c'est clair. Ça serait cool. Ça serait cool. All right. Comment tu définis le succès par extension? Et alors, je reviens quand même sur ma question parce que je suis curieux, pardon. Je t'ai dit comment tu te projetais dans 10 ans, mais je suis curieux de savoir si à horizon 1, 2 ans, tu as envie de faire un virage. Je ne sais pas si tu peux en parler ou pas, mais pour toi, c'est continuer comme ça, ce combo YouTube, vulgarisation, coaching aussi. Tu fais du coaching, si j'ai bien compris. Ou alors, tu as d'autres ambitions et je ne sais pas si tu peux en parler, mais tu te projettes sur d'autres choses à horizon 1 an, 2 ans. 1 an, 2 ans, non. Je pense que je vois vraiment la vie comme des chapitres de 5-6 ans. Là, je suis sur le début d'un truc, YouTube, etc. Je pense que je vais bien continuer là-dedans pendant 5 ans, avant, à un moment donné, de faire autre chose. Je ne sais pas ce que sera ce autre chose, mais ça sera peut-être ou pas quelque chose qui utilisera mes compétences que j'ai acquises pendant ces derniers chapitres. Mais c'est clair que je changerai et je me vois pas rester youtubeur no code tech pendant 15 ans, quoi. Tu vois, genre, j'ose bien espérer changer en 5 ans. Mais je sais pas exactement ce que ça va être, pas parce que je me fais chier, mais plus parce que j'ai envie d'apprendre autre chose et qu'au bout d'un 5 ans, je pense que t'as éclaté ta profondeur de marché, t'as éclaté tout ce que tu devais faire et puis voilà, t'as besoin d'autre chose. Donc c'est plus pour ça, mais je sais pas exactement ce que ce sera. Ça se trouve, ça sera prof de méditation ou alors un truc encore dans ce monde, tu vois. J'en ai aucune idée, mais ça changera, c'est clair. Comment tu définis le succès? Du coup, je reviens à la petite question initiale. Comment tu sauras que tu y es, en fait, et comment tu définis le succès? Pour moi, alors c'est ma définition perso qui correspond bien à mes valeurs. Tu vois, vu que liberté dans le premier, pour moi, le succès, c'est quand tu... Enfin, après, sans faire le mec prétentieux, mais moi, tous les jours, je suis successful, quoi, parce que je dois rien à personne, je dois répondre à personne. Pour la partie liberté, j'ai la chance d'être partout où je veux, sans contrainte ni de localisation, ni de temps. Les seules contraintes que je me crée, c'est des contraintes choisies qui est du coup de la discipline. Je trouve que la partie compétence, pour moi, je suis successful quand j'ai le temps et quand j'arrive à gagner de nouvelles compétences tous les jours. Bah, c'est ce que je fais, j'apprends tous les jours. Et en fait, c'est plus quels sont les jours où je suis pas successful. Bah, c'est les jours où je suis un peu fatigué ou justement j'ai pas fait ce que j'avais dit de faire les jours d'avant. Donc tu vois, c'est une question compliquée parce que je suis fondamentalement vraiment successful tous les jours parce que je suis hyper heureux de ce que je vis au quotidien et parce que c'est donc tu vois te donner je pense que dans quelques années si on me demande est-ce que je suis toujours successful, il y a vraiment une question de est-ce que à ce moment-là les valeurs et les critères que j'ai définis sont atteints ou pas. Et je me donne totalement l'autorisation d'échanger. Tu vois. Intéressant. Et du coup, question peut-être un peu personnelle, mais tu as envie de fonder une famille ou pas? Parce que je pense à Tim Ferriss quand tu parles, qui a, je pense, gardé cet état d'esprit libre, etc. Moi, je pense à moi qui suis papa avec 2 enfants. C'est un peu plus dur de gérer la liberté parfois, il y a beaucoup de contraintes. Et comment tu vois cet équilibre liberté et famille? Est-ce que tu as envie ou pas de devenir papa Ouais, je pense que ça va, c'est une vraie question et ça va le devenir de plus en plus, je pense, à un moment donné. Mais moi, j'ai envie d'avoir des enfants. Mais en même temps, j'ai envie de garder toute cette liberté et de garder tu vois, la partie avoir des enfants en bas âge et péter un câble et partir sur un bateau. Je me demande à quel point c'est compatible parce que t'es plus tout seul ou à 2, t'es à plusieurs, quoi. Tu vois, donc il y a des contraintes qui rentrent en jeu qui peuvent être compliquées. Et je t'avoue que je ne sais pas encore quel est le résultat de l'équation. J'ai aucune idée et je sais même pas encore approcher le problème. J'ai l'impression que la meilleure manière de l'approcher serait d'aller chercher les gens qui vivent de manière intéressante, alternative et qui correspondent plus au statu quo. Mais à quel moment tu es rattrapé par la réalité, je sais pas. Je pense que ça dépend beaucoup de ton entourage et des exemples que tu as des familles
autour de toi pour voir ce qui est possible, pas possible et ce qui est fait. Et je trouve que dans ce monde-là de la parentalité, tu as plein d'exemples, de croyances, de trucs un peu bullshit qui profitent de ce moment de vulnérabilité des parents. Je pense là au magasin de jouets, tu vois, par exemple. Moi, je suis parti dans un magasin de jouets. J'ai acheté des fourchettes en forme d'avion en plastoc à mon petit cousin parce que je trouvais ça incroyable. Et ben, je trouve que je serais vraiment vulnérable à cette époque-là, à ce moment-là. Et je pense qu'il y a un travail à faire, peut-être de ma part, sur comment approcher de manière non vulnérable, ou comment se blinder, ou comment réussir à se préparer à ce moment-là pour ne pas subir, mais même si je sais qu'il y a toujours une part où tu subis, selon tout le monde, mais voilà, à quel point ça c'est vrai aussi, tu vois. J'ai toutes ces questions qui n'ont pas de réponse parce que j'ai pas encore commencé à bosser sur le problème. Top. Mais je trouve ça bien parce que tu as un côté profiter de l'instant, tu kiffes le moment présent. Et c'est important aussi, d'une certaine manière, de profiter sans trop se projeter en se disant on verra ce qui arrivera. Et ça a l'air d'être pas mal ta philosophie de vie. Plutôt cool. Alors, il y a le dernier bloc qui ça va te parler parce que c'est un peu Spirit Team Ferry, c'est le Rapid Fire Question. Ouais. Je vais te poser plein de questions. Tu peux dire next. Il y en a suffisamment pour que tu puisses pas répondre à tout. Donc, Okay. le but, c'est dès que tu sens pas la question, tu me dis next. Ok. Et des réponses rapides. Voilà. Et tu vas reconnaître la patte Tim Ferriss. Hein. C'est un peu du copier-coller. Ok, très cool. Question, je te cache pas. Si tu pouvais avoir un panneau géant, imagine tu as le logo de Google en fait. Les gens le voient. Qu'est-ce que tu pourrais écrire? Tout le monde le verrait pendant plusieurs mois. Qu'est-ce que tu écrirais comme message? Là, ce qui me vient, c'est do what you can't, fais ce que tu ne peux pas faire. Quel livre a le plus influencé ta vie et pourquoi? C'est le bouquin The Exceptional Art of Living de Jim Rohn, qui est un type qui est, je sais pas s'il est vivant encore ou pas, mais qui m'a beaucoup impacté. Je pense que c'est les b.a.-ba du développement personnel non polichés, ou en tout cas non mis à jour, et du coup ça permet de voir l'essence directe de ce qu'on cherche dans ce monde-là, et ça m'a beaucoup aidé. Top, je le connais pas, je vais regarder. Sur les 5 dernières années, est-ce que tu as développé des habitudes surprenantes? Surprenante. Ouais. Surprenante, ça surprend tout le monde, mais en même temps, c'est dit partout, mais c'est le fait de m'organiser. Je trouve que tout le monde parle d'organisation, mais peu de gens le font. Et l'habitude de m'organiser, ça a changé ma vie. Quel achat de moins de 100 € a eu un impact très positif sur ta vie? Je pense une coque d'iPhone bien blindée, parce que je suis quelqu'un qui fait pas attention à ses affaires. Quel proverbe te décrirait bien? Fais ce que tu veux, quoi. C'est quoi ton livre de l'année? Tu m'as parlé là de ton livre de référence, mais cette année, tout récemment, est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué? Je lis pas énormément, mais j'ai le bouquin. J'en ai deux. Bon, je vais quand même choisir le E-Myth, le mythe de l'entrepreneur, celui qui explique que les entrepreneurs type je vais ouvrir mon magasin de cookies, c'est pas un entrepreneur, mais c'est juste un travail que tu te recrées vs quelqu'un qui va systématiser des process pour pouvoir les faire bosser alors que lui est moins en train de bosser. Et c'est ça une entreprise. C'est quoi ta question de l'année? Alors c'est très bullshit, mais je pense que je l'ai vraiment intégré cette année. Ouais, mais c'est quoi le but derrière tout ça, tu vois? Et c'est quoi le but derrière tout ça? Pour moi, j'ai répondu avec la partie succès, liberté, valeur. Top. Tu es accro à quoi? Me dis pas Notion, tout le monde le sait. En ce moment, je suis accro je suis vraiment accro à la liberté en ce moment. C'est, je pense, une phase qui est en train d'être bien utilisée. Top. Et tu l'utilises d'ailleurs à quoi? Parce qu'il y a le côté liberté d'entreprendre. Tu as beaucoup parlé du fait de développer, devenir une meilleure personne, développement personnel et puis aussi entreprendre. Est-ce que tu as aussi des côtés, je sais pas, des trips de voyage, des trucs comme ça? Là, typiquement, on a lâché avec ma meuf notre appart à Paris et on est là, on fait un mois pour aller skier à la montagne. Après, on fait un mois en France, dans le sud. Et après, on fait un mois à Lisbonne et après, on sait pas. Ça, c'est stylé. Yes, trop de la chance. Un site internet ou une application à recommander? Et me dis pas Notion, tout le monde le sait. En ce moment, je fais du jeûne intermittent, donc Fastic est assez bien fait. Je trouve ça assez cool comme application, comme site internet.
Alors là, une appli est un site internet selon moi. Donc. Ouais, t'as raison, carrément. Merci beaucoup, Shubham. Merci à Vraiment toi de cool. m'avoir invité. Je trouve que ces questions étaient incroyablement géniales pour faire de l'introspection. Donc merci beaucoup. Ouais, carrément. Non, franchement, c'était génial. Je m'attendais pas à un truc aussi cool, quoi. Donc merci beaucoup. C'était vraiment sympa. En tout cas, Un plaisir, Shubham. ouais, Merci. à bientôt et bon merci enchaînement bien. de- Et n'hésite pas si je peux faire encore quoi que ce soit avec toi. En tout cas, là, c'était cool. Mais n'hésite pas si tu veux qu'on partage le podcast ou Ouais. parce qu'on n'est pas Carrément. beaucoup dans ma tête. Mais voilà, ça peut être cool. Mais en tout cas, dis-moi quand tu sors ça et avec plaisir. T'as commencé ça quand? J'ai commencé ça il y a peut-être un mois. Je suis un peu Ok. preneur, conseil, parce que tu es quand même un YouTuber qui commence à avoir du. Je suis un peu preneur de tes conseils sur la manière de faire, en fait. Parce que. Enfin, je vais maturer le truc. Je te poserai sans doute des questions par rapport à la manière de communiquer au lancement de la chaîne, etc. Parce que je me pose des questions, j'ai des choix à faire. Je ne sais même pas si j'ai envie d'avoir une marque en propre, tu vois, et de créer ma chaîne. Je me dis peut-être aussi, je pourrais faire en mode juste donner les vidéos et puis après renvoyer vers quelque chose. Je sais pas, je me pose plein de questions. Ok. Et je te demanderai parce que je pense que tu commences à être un vieux baroudeur de YouTube. Ouais, avec plaisir, mec. Avec plaisir pour répondre à tout ça. T'inquiète pas. Allez, ciao! Ciao, mec. Super cool. Salut. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît.